Bonsoir à tous et bienvenue à Spotlight SIDA. Bonsoir Serge. Bonsoir Delphine et bonsoir également à nos internautes que nous retrouvons donc dans le cadre de la rubrique SIDA Actu. Serge, aujourd'hui nous allons parler du renforcement économique des ménages en mettant l'accent sur l'expérience des groupements d'épargne et de crédit chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour ce sujet, une invitée, Madame Symphorienne Trika, assistant manager à IRC, International Rescue Committee. Mais avant, Serge, nous aurons aussi la réaction bien évidemment de nos internautes auxquels nous avons soumis bien évidemment ce thème, cette thématique aussi importante. Dans quelques minutes, à l'occasion de notre passage, vous aurez les réactions. Nous allons demander à notre invité de nous rejoindre. Madame, bonsoir. Bonsoir. Serge, à tout à l'heure. Madame, asseyez-vous. Madame, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à la RTI aussi de m'avoir proposé cette opportunité de venir aujourd'hui faire cette émission. Expliquez-nous d'abord le mécanisme de groupement d'épargne et de crédit. Comment ça se passe concrètement? Ok, merci. Les groupements d'épargne et de crédit, ce sont des groupements qu'on a mis en place dans le but de permettre à nos personnes vivant avec le VIH d'être autonomes financièrement. Et nous les mettons en petits groupes de 25 à 30 personnes. Nous faisons une formation pour leur montrer la méthodologie de l'épargne. Et cette épargne, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est plus proche de la communauté. Les PVVIH, c'est des personnes qui ont déjà assez de difficultés à cause de la vulnérabilité de la maladie. Et quand nous les mettons dans ce genre de groupe, ils peuvent ouvrir un compte sans avoir déposé de l'argent. Ils peuvent épargner le montant qu'ils auront décidé ensemble dans le groupe. Et ces petits groupes leur permettent aussi de partager un tant soit peu les difficultés qu'ils vivent au quotidien par rapport à la maladie qu'ils ont. Et nous suivons ces groupes-là au bout de 3 mois ou 4 mois. Quand on constate qu'elles sont autonomes, nous passons peut-être une fois par mois pour voir comment la progression se fait. Mais c'est des groupes dans lesquels eux-mêmes ils décident, ils s'auto-choisissent d'abord. Parce que comme c'est une histoire d'argent, on ne prend pas des gens de part et d'autre. Ils se connaissent déjà, chacun sait où son ami habite, chacun connaît plus ou moins les difficultés de l'autre et ils s'auto-choisissent, ils se mettent en groupe et ils décident ensemble combien ils épargnent par semaine. Et au bout d'un mois, ils prennent des prêts dans la caisse. Et ces prêts-là, c'est ça qui leur permet de commencer des activités génératrices de revenus pour ceux qui n'en ont pas. Mais ceux qui ont déjà des activités, ça leur permet d'accroître encore leur activité. Et le deuxième point, en plus de ça, quand tu prends le crédit, il y a un intérêt de 10% que tu payes lorsque tu rembourses. Et ces 10% à la fin de 9 mois ou de 1 an, ça dépend du cycle que chaque groupe décide. Quand tu as cotisé par exemple 50 000, tu as plus à cause des intérêts que les autres ont pu cotiser quand ils ont pris des prêts. Et en plus de ça, il y a un autre groupe encore, il y a une autre caisse de solidarité pendant les épargnes qui leur permet par exemple, s'il y a un mariage dans la famille de l'un, ou bien s'il y a un décès, ou bien il y a un cas de maladie, qui leur permet de se soutenir mutuellement. C'est une épargne en quelque sorte, mais qui est améliorée et qui permet aux gens de facilement avoir du crédit et d'accroître leur activité. Mais la chose intéressante ici, c'est que nous leur offrons une caisse qui a 3 cadenas et 3 clés. La caisse est gardée quelque part d'autre et les 3 clés sont gardées chez 3 personnes différentes. Tout cela pour assurer la sécurité de l'argent de nos patients. Et donc, Madame Trika, pour mieux comprendre encore, nous allons suivre ce reportage de Davis Oyo, commenté par Franck Quadio, un reportage réalisé dans votre structure. Regardez. Merci. Michel et Sylvie, des noms d'emprunt. Il y a 3 ans, ce couple de plus de 30 ans a vu sa vie chamboulée quand Michel a appris après un examen médical son statut de séropositif. Au tout début, quand ça a commencé, on a pensé que c'était un palu. Et quand nous sommes allés à l'hôpital, on m'a demandé d'aller faire le test. Donc, j'ai fait le test. Ça a pris un bon moment même. Et puis après, elle a dit, non, vous n'avez rien, allez-y.
Après, dès que j'ai voulu ouvrir la porte, elle me rappelle, elle dit non, venez, vous êtes positif. Donc, je me suis réassis. Elle m'a dit, bon, qu'il ne faut pas que je vienne m'inquiéter, qu'on va me prendre en charge. Ne pouvant plus faire face aux dépenses familiales du fait de cette pathologie, Michel a connu d'énormes difficultés financières malgré le soutien de sa femme. J'étais très affaibli par la maladie. La vie était aussi très dure parce que tout se reposait sur moi. Avec la maladie, ça n'allait plus. Tout comme le couple Michel et Sylvie, cette dame, appelons-la à moins, mère célibataire séropositive, a également connu des moments pénibles. Tout le monde connaît l'histoire du VIH. L'annonce, il est difficile. C'est comme si le monde s'est entrecoupé. Je partais vendre à des dames, peut-être pour des miettes, 500, pas plus que ça, souvent par jour. Au-dessus, souvent moins, souvent peu. Seulement, ça m'aidait à vivre le jour au jour. Ils sont plusieurs à être confrontés à des situations financières difficiles. Mais aujourd'hui, grâce au projet de groupement d'épargne et de crédit GEC, les personnes vivant avec le VIH ont vu leur situation financière améliorée. Un jour, je tombe sur une ONG qui nous ont proposé leur service. Ils m'aidaient à payer mes ordonnances. Mes enfants étaient pris en compte. Après leur appui sur les médicaments, un jour, ils m'ont sensibilisé sur le GEC et j'ai adhéré. Grâce à GEC, j'ai ouvert un atelier, un petit coin, où je travaille pour moi-même. J'ai au moins 2 machines, 3 mannequins. Et ça roule. Un projet élaboré par le PEPFAR et International Rescue Committee, IRC. Ce projet se décline sous plusieurs formes. Nous menons beaucoup d'activités à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, parmi lesquelles le renforcement économique des ménages. Cette activité, nous la menons après avoir évalué la vulnérabilité économique des différents ménages. Nous dégageons les ménages en 3 types. Il y a les ménages de type 1, il y a les ménages de type 2 et les ménages de type 3. Les ménages de type 1, ce sont les ménages en fait qui sont dans le dénuement total, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment de moyens. Les ménages de type 2, ce sont les ménages qui n'arrivent pas à satisfaire complètement leurs besoins. Maintenant, les ménages de type 3, ce sont en fait les ménages où les gens ont un peu de moyens, mais ils ont un tout petit peu de mal à gérer leurs ressources. Pour intégrer plus de personnes vivant avec le VIH-Sida au projet GEC, les responsables de l'ONG International Rescue Committee ont adopté des techniques d'approche particulières. D'abord, nous identifions les personnes vivant avec le VIH à travers les centres de dépistage et les centres de traitement. Une fois ces personnes ont été identifiées, nous travaillons avec des ONG locales. Donc, nous référons ces personnes vivant avec le VIH vers ces ONG-là. Donc, les ONG forment des conseillers communautaires qui organisent les personnes vivant avec le VIH en groupe d'autosupport. Donc, pour pouvoir mettre en place les groupements d'épargne et de crédit, nous passons par les groupes d'autosupport pour sensibiliser les membres. Les gens, quand ils voient que c'est important pour eux, ils décident de participer au groupement d'épargne et de crédit. Mais là, ce qu'il est bon de préciser, c'est que les gens ils se réunissent par affinité. Comme il s'agit de questions d'argent, il y a une question de confiance qui existe. Et quand ils ont constitué les groupes, nous formons les membres de ces groupes sur la méthodologie de gestion des groupements d'épargne et de crédit. En Côte d'Ivoire, plus de 8000 personnes vivant avec le VIH profitent du groupement d'épargne et de crédit GEC. L'élaboration de ce projet a pour objectif améliorer les conditions de vie socio-économique des personnes vivant avec le VIH-Sida. En plus d'Abidjan, de Mans, de Bangolo, de Diokwe et de Guiglo, l'International Rescue Committee IRC envisage étendre le projet sur toute l'étendue du territoire. Là, nous venons de suivre le reportage de Davis Oyo. Madame, on a une préoccupation. Que fait votre organisation dans le cadre de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire après ces activités d'aide économique que nous venons de suivre dans le reportage donc de Davis Oyo? Après les groupements d'épargne de crédit, nous faisons la prévention. Et dans la prévention, nous faisons la sensibilisation sur le VIH-Sida. La sensibilisation par rapport au port de préservatifs et la sensibilisation par rapport au comportement à risque
Nous faisons aussi le dépistage. Nous faisons également la prise en charge des OEV et de leurs familles. À leur niveau, qu'est-ce que vous faites? Nous leur apportons des conseils sur l'alimentation. À cause de leur santé, comment ils doivent s'alimenter, nous leur apportons des conseils. Nous leur apportons les conseils psychosociaux aussi par rapport à comment ils doivent accepter le mal qui vit en eux et comment surmonter ce mal-là pour aller de l'avant. Nous leur apportons aussi les conseils juridiques parce qu'ils sont beaucoup stigmatisés. Et s'il y a certains qui ont des besoins, par exemple, qui les envoient vers la justice, nous leur apportons aussi des conseils dans ce sens-là. Nous faisons des visites à domicile aussi pour les soutenir et les aider dans la prise des médicaments régulièrement. Je sais qu'actuellement, par exemple, récemment, dans les groupes d'épargne et de crédit, nous sommes en période de carême. Et quand c'est comme ça, nos patients ont un peu de difficultés parce que qu'est-ce que les parents pensent si je ne prends pas si je ne jeûne pas? Alors que beaucoup ne forment pas les parents par rapport à l'état de leur santé. Et quand ils arrêtent les ARV, ça leur crée d'énormes problèmes. Et on a constaté que lors des réunions, beaucoup ne venaient pas parce qu'ils étaient malades. Et j'ai convoqué une réunion, j'ai demandé, ils m'ont dit non, c'est parce que j'ai commencé à jeûner, c'est cela. Et c'est dans ces groupes, certaines personnes qui ont déjà compris le fait que je prends un médicament et je ne dois pas jeûner parce que les médicaments sont assez forts. Ce sont eux-mêmes qui ont sensibilisé les autres pour leur dire que c'est vrai que c'est le carême, mais voilà qu'est-ce que Dieu pense, voilà que Dieu sait que tu es malade. C'est même dit que quand on est malade, on ne jeûne pas. Hein. Exactement. Mais c'est encore difficile parce que certaines vivent en famille. Comment expliquer à la famille que je suis malade? Et qu'est-ce que tu as pour ne pas jeûner? Donc tout ça, c'est difficile. Et c'est dans ce groupement-là que chacun arrive à encourager les autres. Ils se donnent des conseils mutuellement. Ils se donnent des petites méthodes pour que la famille ne sache pas que tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire que tu te réveilles à la même heure que les autres, tu pries, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Mais quand c'est l'heure de prendre tes médicaments, tu dois te reculer. Soit tu as Djamé, tu pars par exemple à 13, je vis dans un endroit où personne ne te voit en train de manger et tu prends tes médicaments calmement pour être en bonne santé. Ça fait combien d'années que vous soutenez ces personnes-là? C'est depuis 2010 que le projet a commencé. Davis Oyo a donc essayé de demander aussi l'avis des populations sur le fait que si c'était nécessaire d'aider économiquement les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, leur réaction. Les personnes qui vivent avec le VIH ont vraiment besoin d'aide. Parce que quand cette maladie sont automatiquement atteints, ils se disent que c'est fini, un temps on peut... Il y a des solutions de prendre des médicaments, les aider. Étant malade, déjà, il y a un soutien d'abord psychologique et puis aussi financier. Voilà, et les personnes vivant avec le VIH ont vraiment besoin de soutien. Dès qu'un individu est reconnu séropositif, il fait d'abord objet de rejet dans son milieu habituel de vie. Et pour pouvoir le soutenir, il faut lui permettre d'avoir de l'argent pour s'adonner à une activité commerciale qui puisse lui permettre de se prendre en charge. Il faut leur apporter l'aide d'abord psychologique, il faut les aider, il faut leur parler pour dire que ils peuvent vivre avec le VIH-Sida soit en prenant beaucoup de précautions. Madame Trika, les personnes interviewées trouvent qu'en plus du soutien économique, il faut le soutien psychologique. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est important le soutien psychologique parce que tout être humain a besoin d'un soutien psychologique. Ce n'est pas forcément quand il a le VIH. Tout être humain, parce que c'est ce soutien-là qui nous permet de vivre. Et quand les personnes, les PVVIH sont encore plus stigmatisés, nous faisons la prise en charge psychosociale pour leur permettre d'extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux. Et on les écoute permanemment pour qu'ils arrivent à dire qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent de la maladie qu'ils ont en eux, comment ils la vivent, comment ils sont dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement. Nous faisons ces écoutes-là constamment avec eux. La différence, c'est quoi? Prise en charge psychologique, prise en charge psychosociale? Prise en charge psychologique, ça se fait par des psychologues. Nous ne sommes pas des psychologues. D'accord. La prise en charge psychosociale se fait par des assistants sociaux. Oui. Moi, je suis assistante sociale de formation. Donc, c'est quelque chose que je peux faire facilement. D'accord. C'est la différence entre les deux. D'accord. Et on continue. Est-ce que vous arrivez à satisfaire tous les besoins des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, les cas que vous essayez de soutenir de temps en temps?
Bon, dire que nous arrivons à satisfaire tous leurs besoins serait trop orgueilleux de notre part. Mais nous arrivons à faire l'essentiel qu'il faut pour la vie. Ces groupements d'épargne, nous les avons mis en place pour leur permettre, par exemple, d'avoir le minimum vital par jour. Parce qu'il y a des familles où même pour avoir un repas par jour, c'est difficile. Alors que les médicaments qu'ils prennent sont trop forts. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrive vraiment à les prendre en charge à 100%, mais on fait le peu qu'on peut pour les amener à une autonomie qui va leur permettre de prendre en charge les enfants. Quelle est leur situation de façon générale? Bon, la plupart du temps, surtout dans les zones dans lesquelles nous travaillons, nous pouvons dire que la situation est un peu précaire. Parce que la maladie elle-même est une vulnérabilité. Et quand nous voyons la situation économique, c'est encore 2 fois plus difficile. Quel bilan dressez-vous déjà? Oui, je pense que le bilan est positif. Le projet qui vient de finir, nous avons eu 36 groupes. Et les 36 groupes ont pu épargner 16 millions. Et dans les 16 millions, quand on fait le total qu'une personne a pu avoir lors de ses activités, la personne a pu épargner au moins 250 000. Et je pense 250 000 pour une personne qui est dans une situation de vulnérabilité, c'est quand même un fonds de commerce qui peut l'aider. Quand nous les formons, il y a un premier cycle de 9 mois ou bien de 12 mois qui s'effectue. Mais après ce premier cycle, les groupes deviennent autonomes. Eux-mêmes, ils décident de créer d'autres groupes. Donc nous faisons d'eux des promoteurs de groupes. Et quand ils sont promoteurs de groupes, qui créent d'autres groupes, ils peuvent par exemple aider la localité dans laquelle ils sont. C'est-à-dire en se mettant en groupe, on a eu un groupe par exemple où les femmes ont acheté une machine et cette machine broyait du manioc. Et chaque fois que les gens louent, ça leur permet d'épargner. Il y a un autre groupe qui a acheté des chaises qu'elles mettaient en location pour des mariages, pour des funérailles. Donc ces groupes-là, nous les mettons ensemble pour leur permettre non seulement d'être autonomes, mais aussi plus tard de pouvoir adhérer à des microfinances pour avoir plus de crédit et puis pourquoi pas mieux agrandir le commerce. Quel est le processus pour une personne qui vit en ce moment avec le VIH, qui vous suit? Comment faire pour entrer en contact avec vous? Comment faire pour bénéficier aussi de votre soutien? Pour bénéficier de ce soutien, ils ont besoin d'être dans des groupes d'auto-support. C'est-à-dire, quand ils vont dans les centres de santé pour se faire dépister, après le dépistage, il y a des groupes d'auto-support qui se créent dans les centres pour leur permettre de se soutenir d'abord mutuellement. Donc, il faut être dans un groupe de soutien où les autres te connaissent, ils ont l'habitude de communiquer avec toi. Et c'est à partir de là que les groupes d'épargne et de crédit se créent. C'est la première condition. Est-ce que vous ne rencontrez pas par moment des difficultés dans l'exercice de votre fonction? Les difficultés que nous rencontrons, c'est des personnes assez vulnérables que nous avons. Donc, il peut y avoir des moments où la maladie ne leur donne pas le temps d'exercer l'activité vraiment qu'il faut. Et ce petit temps de latence-là ne leur permet pas d'épargner. Et ça fait qu'il y a certains groupes où on peut commencer avec 30 personnes et puis à la fin, on finit avec 28 personnes parce que 2 ont désisté en cours de route parce que la maladie ne leur a pas permis soit de rembourser le crédit ou bien la maladie ne leur a pas permis d'épargner comme il se doit pour aller de l'avant. C'est un peu la difficulté que nous rencontrons. La deuxième difficulté, c'est au niveau de la stigmatisation. Les gens ont toujours peur de... Quand je vais, par exemple, aller me déclarer comme quelqu'un qui vit avec le PVVIH, qu'est-ce que les gens vont penser? Et cette stigmatisation fait que beaucoup ne sont pas vraiment en train de se rallier aux autres groupes qui sont déjà là. Madame Trika, pour mener à bien vos activités, vous bénéficiez du soutien du PEPFAR. Il nous appuie financièrement et il nous appuie aussi techniquement à travers les conseillers techniques qu'ils ont là-bas, qui font des réunions de coaching avec nous pour nous aider à la réalisation des objectifs que nous avons par rapport à leur mission. Et vous arrivez à atteindre ces objectifs-là? On arrive à atteindre les objectifs. L'année dernière, par exemple, nous devions faire la sensibilisation des jeunes filles de 14 à 24 ans sur les VBG en lien avec le VIH. Et nous faisons ces sensibilisations pour préparer ces jeunes filles à tout ce qui va venir comme attaque pour la vie normale. On s'est dit une jeune fille qui a 14 ans, si elle a déjà une notion sur ce que c'est que les violences basées sur le genre, elle ne peut pas être naïve au point où elle se met dans une relation où elle constate que sa vie est en danger, mais elle insiste dans cette relation. C'est par manque d'information que nous assistons à beaucoup de décès de nos sœurs qui sont dans ce genre de situation. Et nous avons vu que ces sensibilisations nous ont aidés à aider certaines jeunes filles à avoir la notion. Et à leur tour, elles sensibilisent d'autres personnes. Et ça, nous avons vu que ça a été un succès pour nous. Déjà à bas âge,
elles savent ce que c'est que les violences basées sur le genre, en lien avec le VIH. Donc merci au PEPFAR. Merci au PEPFAR pour leur soutien financier et technique. D'accord, nous allons maintenant passer à notre rubrique SIDA Actu. Nous allons demander à notre chroniqueur de nous rejoindre. Serge, merci d'être avec nous. Vous avez eu le temps de nous écouter. Quelles sont les réactions des internautes que vous avez pu recueillir? Il faut souligner que bien avant cette émission, ce thème a été soumis donc à leur appréciation à travers notre page Facebook. Et au départ, c'était des interrogations. Est-ce que véritablement des personnes vivant avec le VIH-Sida sont financièrement appuyées? Et comment cela se fait? Est-ce que ça existe en Côte d'Ivoire? Dans quelle mesure cela se fait? Beaucoup de questions se sont posées. Des réactions de personnes qu'on ne citera pas ici, mais qui ont réagi en se posant la question de savoir comment donc bénéficier de ce programme de IRC, ce programme de renforcement économique des ménages des personnes vivant avec le VIH-Sida. Merci pour la question, une très bonne question d'ailleurs. Ce que je vais dire d'abord à cette ONG, c'est d'adhérer aux plateformes OEV. Nous travaillons avec la partie étatique, nous travaillons avec le PNEV, nous travaillons avec les centres sociaux que nous formons justement sur la méthodologie des groupements d'épargne et de crédit. Et donc si cette ONG adhère aux plateformes, nous formons aussi les acteurs des plateformes à comment est-ce qu'ils peuvent mettre en pratique toutes ces méthodes-là dans les différentes ONG où ils interviennent. Donc si c'est une ONG de personnes vivant avec le VIH, il faut qu'ils s'attellent à s'adhérer à une plateforme OEV. D'accord. Ça existe partout en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes donc permis de fouiller un peu pour comprendre un peu pourquoi justement il faut renforcer économiquement les ménages des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il se trouve que, nous le disions tantôt, il y a cette stigmatisation, il y a ce rejet dont les personnes vivant avec le VIH continuent d'être victimes. Cela pour dire tout simplement que dans cette campagne de lutte contre le sida qui est menée depuis des années, il faut continuer de mettre l'accent sur cette mauvaise habitude qu'est la stigmatisation. Il faut amener les populations donc à comprendre que la stigmatisation contribue à rendre beaucoup plus vulnérables ces personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous avez eu des cas de stigmatisation? Oui, les cas de stigmatisation, il y en a toujours. Il y en a toujours. Les femmes, par exemple, qui sont dans nos différents groupements, il y a des femmes qui ont été abandonnées par leur conjoint parce qu'il a appris qu'elles ont le VIH. Il y a des femmes qui soit n'ont pas été abandonnées, mais elles sont encore dans le foyer. Mais une autre épouse est venue prendre sa place, mais elle est là. Il y a la stigmatisation au niveau des familles. Il y a une dame qui nous disait, il y a 2 semaines de cela, elle était allée à un funérail dans un quartier et elle avait eu envie d'aller aux besoins. Donc, dans la cour, il y a une jeune dame qui venait juste de perdre son mari. Et tout le monde a conclu, comme c'est une cour commune, les gens ont conclu que le monsieur est décédé du VIH. Et la jeune fille, automatiquement, plus personne ne lui adresse la parole. La douche dans laquelle elle rentre, dans la cour, personne d'autre ne rentre dans la cour. Le séguidara même qu'elle prend pour aller faire tout ce qu'elle veut, personne ne le touche. Et elle dit, comme ils étaient allés à une manifestation, elle avait eu envie d'aller aux besoins. Elle s'est dirigée vers la douche. Et il y a une dame qui lui a dit, ma fille, ne t'approche pas de cette douche. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, on a libéré la douche là pour une jeune dame qui vit avec le VIH dans cette cour. Et elle-même, elle a le VIH. Elle dit automatiquement, elle était choquée. Elle a dit à la vieille maman, le VIH, ce n'est pas comme ça que ça se contamine. Elle a essayé d'expliquer, mais au fond d'elle, elle se sentait, si je rentre trop dans les détails, moi-même, elle risque de me stigmatiser. Donc vraiment, c'est très réel. Les gens, la stigmatisation est encore très présente en Afrique. Et ça fait que les gens meurent du VIH, alors que quand la personne prend normalement ses médicaments, au bout d'un certain temps, le virus n'est plus apparent. Mais comme il est stigmatisé, il a même peur de se rendre dans un centre de santé, de peur de croiser quelqu'un là-bas qui peut le connaître, qui peut le reconnaître au quartier ou bien en famille. Il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation pour qu'on puisse sauver nos personnes vivant avec le VIH. Serge,
On va demander donc à notre spectateur, après cette émission, de se rendre sur notre page pour plus d'informations. Merci Serge pour votre contribution. Madame Krika, avez-vous un message pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, ces personnes-là qui vivent dans la détresse? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Ce que je voulais dire ce soir à toutes ces personnes qui vivent avec le VIH et qui sont encore dans le désespoir, c'est de les encourager à fréquenter les centres de santé, à prendre leurs médicaments régulièrement et à s'inscrire dans les groupes d'autosupport pour pouvoir écouter le témoignage des personnes qui vivent avec le VIH il y a un peu plus longtemps, mais qui ont appris à accepter et qui aujourd'hui arrivent à s'épanouir malgré la maladie qu'ils ont. Je sais qu'il y a d'autres maladies comme le paludisme, l'hypertension artérielle qui tuent les gens à longueur de journée, alors que le VIH, ils ont des ARV qui leur permettent de maintenir leur santé très positive. Donc je les encourage vraiment à ne pas rester dans l'anonymat, mais à fréquenter les centres de santé pour pouvoir avoir le soutien qu'on apporte à toutes ces personnes avec lesquelles nous travaillons, pour que ça leur permette aussi d'adhérer à ces groupements d'épargne et de crédit dont nous parlons, pour qu'ils arrivent au moins à atteindre une autonomie qui peut vraiment aider leur famille à aller de l'avant. Et ces malades qui jeûnent, un conseil à leur endroit? Ces malades qui jeûnent, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et ce que j'aimerais dire peut-être à nos leaders religieux, c'est d'avoir vraiment une oreille assez attentive. Parce que quand tu es leader religieux, que tu as une oreille attentive, tu peux arriver à détecter dans ton assemblée les personnes qui ont des soucis que tu peux écouter et soutenir. Ces personnes-là, s'ils avaient en face de quelqu'un à qui, par exemple, ils disaient dans la communauté, voilà telle maladie que j'ai, la personne pourrait le soutenir, par exemple, pendant les moments de jeûne, lui donner des conseils pour ne pas qu'il participe au jeûne. Parce que le jeûne va plus déstabiliser leur statut. Je rappelle que vous êtes Madame Symphorienne Krika, assistant manager à International Rescue Committee IRC. Avec vous, nous avons parlé du renforcement économique des ménages. C'est la fin de ce magazine réalisé par Awa Sawadogo, les éléments de soutien fournis par Davis Oyo. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour votre fidélité. Donnons tous un chaos au VIH-Sida. Bonne santé à tous.